Aujourd'hui, on s'intéresse à un enjeu majeur pour la Tunisie, un défi qui pèse lourdement sur son économie, sur sa société. Je parle bien sûr de la crise de l'eau, une crise qui est non seulement sévère, mais qui, malheureusement, s'intensifie d'année en année. 21,5 degrés Celsius. Ce n'est pas une prévision pour le futur, non. C'est la température moyenne en Tunisie en 2024. C'est tout simplement l'année la plus chaude enregistrée depuis 1950. On est en plein dedans. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité brûlante. Alors, pour bien comprendre la situation, voici notre parcours. On va d'abord poser les bases scientifiques, voir pourquoi la menace est bien réelle. Ensuite, on remontera un peu le temps pour voir comment on en est arrivé là. On verra aussi les conséquences très concrètes de cette crise. Et surtout, on parlera solutions, des grandes stratégies nationales jusqu'aux petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent tout changer. Allez, c'est parti pour la première section. On va parler science, mais pas de panique, l'idée est simple. Comprendre les faits derrière cette pénurie d'eau. Le mot qu'on entend partout, c'est stress hydrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est assez simple. C'est quand la demande en eau est plus forte que ce que la nature peut offrir. Ce n'est pas juste une question de « il ne pleut pas assez ». C'est un vrai déséquilibre structurel entre ce dont le pays a besoin pour vivre et fonctionner et l'eau qui est réellement disponible. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Cette situation de crise, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. En fait, la Tunisie vit officiellement sous le seuil de pénurie absolue en eau depuis 1995. Ça fait presque 30 ans. Le changement climatique, aujourd'hui, il vient jeter de l'huile sur un feu qui couvait depuis déjà très très longtemps. Et si on regarde vers l'avenir, eh bien, les projections ne sont pas vraiment rassurantes. Les scientifiques nous parlent d'une augmentation des températures qui pourrait aller jusqu'à plus de 5 degrés d'ici 2080. Et en parallèle, une baisse des pluies de près de 10% d'ici 2050. C'est la double peine en quelque sorte. Plus de chaleur, donc plus d'évaporation, et en même temps, moins de pluie pour recharger les réserves. Bon, on a vu les chiffres, la science. Maintenant, voyons comment tout ça se manifeste sur le terrain, dans l'histoire et dans la géographie du pays. Ce qu'on voit ici, c'est que les sécheresses en Tunisie, ce n'est pas une nouveauté. Il y en a toujours eu. Mais ce qui est frappant et vraiment inquiétant, c'est l'accélération du phénomène. Plus on avance dans le temps, plus les sécheresses sont fréquentes et plus elles sont intenses. La crise qu'on vit aujourd'hui n'est pas un accident de parcours, c'est l'aboutissement logique d'une tendance de fond qui s'aggrave. La grande question, c'est « mais où va toute cette eau ?» La réponse est limpide. Regardez ce graphique. L'agriculture, à elle seule, représente en moyenne 60% de la consommation d'eau. C'est un chiffre énorme. Et ça nous dit quelque chose de très important. Si on veut trouver des solutions, c'est en grande partie de ce côté-là qu'il va falloir regarder. L'agriculture est au centre de l'équation. Maintenant, on va parler des conséquences. Parce que derrière les chiffres et les pourcentages, il y a la vie des gens, la sécurité alimentaire du pays, des impacts très, très concrets. Les barrages, c'est un peu le compte en banque en eau de la Tunisie. C'est là qu'on stocke quand il pleut. Le problème, c'est qu'avec les sécheresses qui s'enchaînent, on a beaucoup plus puisé dans ce compte qu'on l'a alimenté. Et aujourd'hui, les réserves sont à un niveau critique. Regardons cette chute vertigineuse. Le 1er septembre 2019, on était à 64% de remplissage. C'était déjà pas extraordinaire, mais ça allait encore. Un an plus tard, à peine, 31 août 2020, on est tombé à 44%, 20 points de moins en une seule année. Là, les voyants commencent sérieusement à passer au rouge. Et la dégringolade continue. Fin août 2021, on atteint 33%, un tiers de la capacité seulement. En l'espace de 2 ans, on a perdu la moitié des réserves qui restaient. C'est cette vitesse de l'épuisement qui est absolument alarmante. Et quand les barrages sont à ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire pour le pays? Eh bien, ça veut dire que la sécurité alimentaire est directement menacée. Moins d'eau pour les champs, c'est moins de récoltes. Ça veut dire des coupures d'eau de plus en plus fréquentes pour les habitants. Et pour des milliers d'agriculteurs, c'est une vulnérabilité économique terrible. Bon, le constat est dur, c'est clair. Mais l'idée n'est pas de se laisser abattre. Au contraire, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons solution. Que peut-on faire à grande échelle pour inverser la tendance? Il y a 2 chantiers nationaux qui sont vraiment urgents. Le premier, c'est un peu le bon sens, réparer les fuites. On estime que jusqu'à 30% de l'eau est perdue dans des canalisations défectueuses. C'est énorme. C'est de l'eau qu'on a déjà, mais qui n'arrive jamais à destination. La deuxième priorité, c'est de créer de l'eau, en quelque sorte. Comment? Grâce au dessalement de l'eau de mer, mais en le faisant intelligemment, avec des usines alimentées par l'énergie solaire. C'est une solution d'avenir. Et pour l'agriculture, qui consomme 60% de l'eau, il faut une vraie transformation.
On parle d'agriculture climato-intelligente. Ça veut dire quoi? C'est par exemple généraliser l'irrigation au goutte à goutte, qui est beaucoup plus efficace et qui évite le gaspillage. C'est aussi choisir de planter des cultures plus résistantes à la sécheresse. Et bien sûr, il faut accompagner les agriculteurs, surtout les plus petits, dans cette transition, avec des formations, des technologies et des assurances pour les protéger en cas de coup dur. Au-delà de l'agriculture, c'est toute la gestion de l'eau qui doit être modernisée. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, arrêter de jeter l'eau usée. Il faut la traiter et la réutiliser pour l'agriculture. C'est une ressource précieuse. Ensuite, il faut mettre de l'ordre dans les forages illégaux qui puisent sans contrôle dans les nappes souterraines. Et enfin, comme l'eau ne connaît pas les frontières, il est essentiel de renforcer la coopération avec les pays voisins pour gérer les ressources communes. Toutes ces stratégies nationales sont indispensables, c'est sûr. Mais la bataille de l'eau, elle ne se gagnera pas seulement dans les ministères ou les grandes entreprises. Elle se gagne aussi chez soi, dans sa communauté. Chaque goutte compte, littéralement. Alors, concrètement, à notre échelle, au niveau des foyers, que peut-on faire? Eh bien, il y a plein de gestes simples et super efficaces. Par exemple, installer un système pour récupérer l'eau de pluie. Ça ne coûte pas très cher et ça peut vraiment aider. Réparer la moindre fuite, le plus vite possible. Un robinet qui goutte, c'est des litres et des litres gaspillés. Choisir des appareils électroménagers qui consomment moins d'eau. Et puis, bien sûr, juste prendre conscience de sa consommation au quotidien. C'est la somme de tous ces petits efforts qui fera une énorme différence. Voilà une phrase qui résume tout, je trouve. L'urgence n'est plus une menace future, elle est là aujourd'hui. C'est exactement ça. On ne peut plus se dire « on verra plus tard ». Le plus tard, c'est maintenant. L'inaction est tout simplement devenue impossible. On termine donc avec cette question qui nous concerne tous. Quel avenir pour l'eau en Tunisie? La réponse, en fait, elle n'est pas écrite d'avance. Elle se construira avec des décisions politiques courageuses, avec de l'innovation, mais par-dessus tout avec une prise de conscience collective et l'engagement de chacun, à tous les niveaux,